chers collègues, musicologues, chercheurs. Non, ça va? Je pense que... bonjour à nos amis azéris ou azerbaïdjanais qui sont venus de loin, qui nous ont apporté avec eux la flamme du feu. Et comme je me réjouis, parce que là je reconnais des noms, mais là j'ai les visages sur les noms, sur un travail que j'avais effectué il y a quelques années. Ça va vous étonner comment un Algérien qui vient de l'Algérie va s'intéresser à la musique de l'Azerbaïdjan sans partir à Bakou, sans parler azéri. Donc là je m'aplatis devant vous et je veux dire aussi que je ne vais pas définir ce qui a été dit hier, ni passer après tous les détenteurs de tradition qu'on a eu vraiment la chance et le privilège d'avoir hier et les maîtres d'hier, mais ça va être un travail que je vais présenter, surtout une pensée pour synthétiser. Je dois dire que si j'ai une petite fierté, voilà, ce sera une petite fierté, c'est que j'ai réussi à introduire à la faculté de la Sorbonne, ou à l'UFR, l'Institut de musicologie, le premier travail universitaire qui a été fait sur l'Azerbaïdjan. Donc, s'il n'y a que ça, moi je suis très satisfait. Donc, pourquoi une ontologie sur la musique azerbaïdjanaise? Donc ça n'a jamais été prémédité de ma part. Depuis quelques années, j'avais porté un grand intérêt aux créations symphoniques. C'était ça le point de départ de certains compositeurs azéris, donc notamment Ozair Hajibikov, Fikret Amirov, Karakariev. Et nous voulions analyser et exposer ce genre caractéristique de cette, selon moi, une révolution et une renaissance de la musique orientale. Quelque chose qu'on n'avons pas trouvé ni en Turquie, ni en Iran, ni en Égypte, ni dans le Maghreb. L'idée d'une école de composition musicale contemporaine, avec tous les référents qu'on peut dire, avec tous les guillemets qu'on peut dire aussi, de l'Orient. Pour moi, c'était le Mougam symphonique, la première introduction à cette musique, donc du compositeur azéri Fikret Amirov. L'approfondissement de notre analyse et la comparaison de nos œuvres choisies avec d'autres œuvres de même compositeur, Fikret Amirov, et puis avec les autres compositeurs contemporains et compatriotes, nous a amené progressivement à la découverte d'une panoplie d'autres compositeurs. À la base, c'était 3 compositeurs. Après, on a trouvé qu'il y avait tellement de choses intéressantes. Et puis, des générations de compositeurs qui s'étalent aujourd'hui à 5 générations déjà. Il faut rappeler que le premier opéra, vraiment, si on peut dire, dans l'ère islamique, c'est l'opéra Majnoun et Leila de Hajibikov. Ça date de 1908. Il y a déjà un siècle qu'on a déjà écrit un opéra symphonique avec tous les éléments à la fois occidentaux et orientaux et sur un argument oriental. Suite à cette magnifique découverte qui date il y a là une dizaine d'années, de 2005, nous avons senti l'intérêt d'étudier ce phénomène musical inédit dans le paysage oriental de culture islamique. En s'appuyant sur le texte musical proprement dit, c'est pour cela que nous n'avons pas fait le travail linguistique, nous avons appuyé surtout sur la partition musicale, en se référant à la musique traditionnelle de cette région, aux mœurs et à la culture de cette influence artistique. Nous avons pensé en conséquence élever quelques observations personnelles aux exigences de la recherche musicologique. Donc là, on a introduit ce travail-là au sein d'une institution qui est la Sorbonne ici, et nous avons décidé de réaliser donc, pour 2 années, 2 masters. Le premier, c'était autour des traditions musicales en Azerbaïdjan, un travail sur la typologie, une présentation générale, et puis c'était surtout autour des Mougam symphoniques de Fikret Amirov, une analyse typologique, mais surtout une analyse de la polyphonie d'orchestre. Et là, on a été conduit à créer, si on veut le dire, créer une théorie de la polyphonie d'orchestre qui s'est appliquée surtout et qui fait aujourd'hui office d'un des paradigmes utilisés au sein de séminaires d'orchestration à la Sorbonne. La typologie. Donc, l'écoute active d'abord et l'observation historique de diverses musiques d'Azerbaïdjan et des contrées voisines nous ont permis de repérer les différences et les ressemblances de style, de forme et d'interprétation. Face à cette grande diversité et à l'immense richesse musicale azerbaïdjanaise, notre méthode va adopter un plan chronologique et une présentation descriptive, amplement référencée. Et nous avons divisé les traditions musicales, selon nous, en 3 parties, trois grandes branches.
Elles feront les trois parties du corps donc, de ce travail-là, de cette présentation. Les musiques dites populaires, et là, vraiment, je vais dire que je vais utiliser des termes qui sont très très génériques, mais pour le moment, c'est ce que j'avais proposé. Donc, quand je dis musique populaire, on peut traduire ça folk music. La science du Mugam, ou art music, et l'École nationale de composition musicale. Et là, on a tout le justificatif pourquoi on parle de la composition contemporaine ou dite contemporaine depuis 1908, que c'est une tradition, mais bien sûr parce que c'est une école, parce qu'il y a des générations, parce qu'il y a un enseignement particulier, il y a une théorie spéciale, il y a un conservatoire qui donne des cours, et puis il y a un corpus immense, immense qui dépasse les centaines et les centaines de productions. Donc là, on est déjà dans la tradition. Donc, petit tableau, donc voilà, c'est un peu mon plan, donc introduction, on va voir cette typologie. Je vais rebondir sur la hachir, la prosopographie de hachir, puis les instruments utilisés dans l'art de hachir, et puis le corpus littéraire en général. Je vais passer, je ne sais pas si on aura le temps de voir la vidéo de l'UNESCO, classification, et puis je termine par la conclusion. Donc, voilà. Par rapport à cette typologie, donc voilà, pourquoi, comment justifier cette typologie. Donc, si on parle de cette musique populaire, donc, on parle des sources. Donc, les sources, elles sont variées, lointaines, et là, on trouve dans ses origines tout le mélange qu'on peut avoir entre non seulement l'Azerbaïdjan, mais c'est Turkménistan, près de Kazakhstan, l'Iran. Et donc, dans les musiques populaires, on trouve les yalis, donc tous les types de danse, l'art de la chille et les tazia, par exemple, qu'on peut trouver plus tard dans la tradition chiite. Les musiques du Mogam, l'héritage, c'est plutôt l'héritage des musiques islamiques, des régions persanes et arabes. On peut trouver ça à partir du 9e siècle. Alors que l'école de composition musicale, c'est plutôt une synthèse de musique de la tradition d'Azerbaïdjan avec une contamination de l'école musicale occidentale, notamment l'école russe. Donc c'est à partir du XXe siècle. Le paradigme théorique. Dans les musiques folkloriques, le paradigme il est développé de façon presque autonome. On trouve les ressources chez les Akins, c'est les Barchi, les Ozan. Alors que dans le Mogam, il y a une théorie musicale écrite, transmise, et on a les sources depuis Al-Kindi, Al-Farabi, et surtout Safiuddin Al-Urmawi, à partir du XIIIe siècle. Alors que dans la composition musicale, il y a une théorie, il y a une technique d'écriture, et on a le fameux, comment dirais-je, le tableau synthétique de Ozer Habjibikov dans les années 20, où il synthétise vraiment, il cherche, comment dirais-je, réconcilier la théorie occidentale avec l'art du Mogam. La genèse, les musiques folkloriques populaires, donc c'est une pratique partagée par d'autres peuples. On peut trouver ça donc en Asie centrale, les Caucasiens, les Turcs, les Persans. Dans le Mogam, c'est plutôt, on trouve le système et les marqueurs esthétiques, on peut les trouver partagés dans la wasla arabe, mais aussi dans le radif persan et le fas et le turc. Dans l'école de composition musicale, c'est plutôt les styles et les couleurs sont typiquement azerbaïdjanais, que ce soit dans le thème, que ce soit dans l'orchestration. Mais par contre, la modalité, la technique d'orchestration, harmonie et genre, il y a une stylisation. À partir de la technique russe, là, il y a une stylisation vraiment azerbaïdjanaise. Le contexte socioculturel, donc les musiques populaires et folkloriques, c'est plutôt des musiques fonctionnelles. Donc on les trouve dans les régions rurales, dans les rituels, et dans les villages, dans les fêtes et tout. Alors que le Mogam, c'est plutôt une musique citadine. C'est une musique élitiste qui demande quand même certaines préparations intellectuelles. Et on a l'exemple de Choucha, qui est la ville vraiment qui a donné naissance à tous les grands penseurs et tous les grands artistes qui malheureusement aujourd'hui sont sous occupation. Et là, on voit tout l'art et toute la, comment dirais-je, cette particularité sociale où les gens ils se sont retrouvés autour d'un majlis où il y a tout un rituel pour écouter le Mogam. Bien sûr, la musique compositionnelle, donc là on passe vers quelque chose de plus universel et les amateurs et les professionnels qui ont affaire à cette musique.
Je parle de la question de la réception. Bien sûr, la question de la transmission à l'apprentissage dans les musiques populaires et folkloriques, c'est exclusivement de façon orale. Bien qu'on a eu un très bon exemple, hier on a un passage vers l'écriture, la transcription, mais dans la tradition, ça reste toujours de façon orale, donc que ce soit dans la technique vocale et la technique instrumentale, que ce soit dans les textes et la création poétique aussi. Alors que le Mogam, il y a à la fois l'écriture et l'oral, et l'oralité, quand je dis écriture, et le texte musical aussi. Donc technique vocale, instrumentale, et il y a une théorie pour le Mogam, il faut apprendre toute la section, les gauchers, les ratifs, tout. Bien sûr, l'école de composition musicale, là, on rentre dans la classe, on est dans le conservatoire ici, premier conservatoire en 1921. Là, déjà, on a tous les établissements et tous les éléments pour avoir étudié et l'instrument, la théorie, l'écriture musicale, la composition, l'orchestration. L'institutionnalisation, bien sûr, l'art du hachir et d'autres ne deviennent que tardivement institutionnels. La shirk et certaines danses, donc là on va faire des fondations, on va faire des congrès, on va créer des festivals, alors que par exemple le Mogam, déjà dès la fin du 19e siècle, on a des écoles privées dans certaines villes, Bakou, Choucha, et on a aussi des écoles étatiques à partir du 20e siècle, on étudie ça au sein du conservatoire. Bien sûr là pour l'école de composition musicale et l'étude du conservatoire, donc à partir de 1921. Le professionnalisme. Les hachir, les pratiquants sont rarement des musiciens professionnels, c'est-à-dire c'est des gens qui, plutôt, sauf les hachir, je veux dire, sauf les hachir, les autres c'est des musiciens de contexte, donc il y a une fête, il y a une taziye, c'est-à-dire que soit dans le cultuel, que ce soit dans le culturel, que ce soit dans le profane ou le sacré, c'est des gens voilà, qui le font de façon sporadique, sauf les hachir qui le font vraiment professionnel. Alors que le Mogam, tous les musiciens, que ce soit chanteur, khanende ou musicien, il est professionnel. C'est-à-dire que c'est un art qui demande plusieurs années de pratique, et puis on est voué à devenir professionnel. Et bien sûr, l'école de composition musicale, non seulement a donné naissance à des musiciens, mais aussi à des chefs d'orchestre qui font le tour du monde, à des compositeurs aussi, à des musicologues, à des théoriciens. Pour finir, la question de la pérennisation et la diffusion de cet art. Bien sûr, les musiques populaires, ça se perpétue de façon spontanée et naturelle, donc dans les fêtes populaires et dans les rassemblements conviviaux, bien qu'il y ait aujourd'hui les festivals aussi. Alors que dans le Mogam, c'est plutôt les réunions intimes, vers la fin du 19e, les majlis. Et puis, actuellement, on voit les Mogam dans les grandes salles. Moi, j'ai assisté à Ali Mkhassima dans l'Institut du monde arabe, où vraiment, c'est-à-dire là, on part vers un contexte plutôt, on est dans l'orchestre grec. Et bien sûr, dans la musique de composition musicale. Donc là, on partage la scène, on partage la fosse, on est dans le concept scénique et dramaturgique. Bien sûr, donc tout ça, pour moi, c'était les éléments pour pouvoir distinguer ces trois volets, bien sûr. Ça, c'est du brassage vraiment en large. Donc là, je passe à la hachir. Ça me semblait un petit peu nécessaire de parler de ça dans un colloque qui touche plutôt à la littérature, mais au moins pour qu'on ait un peu les idées claires. Donc, je passe à la hachir. Donc, Jean Düring, donc, fameux spécialiste de la musique persane et de l'Asie centrale, donc, rappelle que les musiques populaires appartiennent à une forme, par sa forme, à une ère musicale beaucoup plus vaste, s'étendant au sud jusqu'au Kurdistan et à l'est jusqu'au Zanjan et Qazwin. Pour des raisons ethniques, culturelles et religieuses et politiques évidentes, les Azéris ou les Azerbaïdjanais rattachent leur musique à celle du monde iranien davantage qu'à la Turquie. Par le terme populaire, on distingue toutes les anciennes musiques dont l'auteur est anonyme, dont l'évolution était spontanée et dont la transmission est absolument orale. De ce fait, le Mogam azéri ne peut être considéré comme musique populaire ou folk music de par sa scientificité, de par sa transmission mêlant à la fois l'oral et l'écrit, ce qu'on a bien de dire, et surtout par rapport au caractère performeur, professionnel et citadinisé aussi. Parmi toutes ces traditions musicales, là, dans les traditions populaires et folklore d'Azerbaïdjan, l'art du hachir se présente comme étant la discipline la plus élaborée, d'une part par son enseignement basé uniquement sur l'oralité, la transmission du métier du maître au disciple,
dans une autre relation qui peut durer plusieurs années. On devient ashir en suivant un maître plusieurs années, et d'autre part par la haute maîtrise technique et le total dévouement artistique des pratiquants du ashir, qui fait d'eux des musiciens hors pair qui bénéficient d'un statut social bien singulier. Les musicologues soviétiques désignaient l'ashir comme musique professionnelle, tout à fait, et comme la musique du Mogham. Le mot ashir vient de l'arabe qui signifie l'amoureux passionné. Dans la tradition bardique de l'Asie centrale, l'ashir est un chanteur poète itinérant des villages, le troubadour des pays de langue turque, appelé aussi barchi, avant au Turkménistan, Khorasan et Ouzbékistan. L'art du ashir trouve donc ses sources dans l'art des Ozan, on a parlé de ça hier, de Turquie, qui ont créé il y a 1300 ans les chefs-d'œuvre littéraires de livres d'Edeg Gorduk. Et ainsi, dans les danses, en étant de trance des premiers derviches soufis. Donc là, on a cette catégorie aussi du ashir, comme on n'a pas parlé de ça d'hier, les haqq ashiri. Donc c'est les amoureux, mais les amoureux de la vérité. Donc là, on rejoint la question de la mysticité et l'amour divin. Donc du XVIe siècle au XVIIe siècle, l'art du ashir conserve encore une mission idéologique aussi et spirituelle, bien qu'avant le XIXe siècle, il soit devenu purement artistique et esthétique. Accompagné de son saz, cet instrument comme voilà, un luth à manche longue, l'ashir chante des épopées, transmet la tradition, compose et improvise aussi. Il se lance même dans des joutes créatives, comme chanter en improvisant sans prononcer certaines syllabes, par exemple certaines voyelles, en tenant par exemple perpendiculairement une aiguille sur les lèvres comme ça. C'était la performance de ashir par exemple. Formé auprès d'un maître pendant plusieurs années, il devient un barde indépendant lorsqu'il apprend des centaines de chansons et des dizaines de mélodies, et les interprète dans un style de chant et un jeu de sens propre à lui. C'est-à-dire c'est plutôt la question de la singularité qui fait de lui un maître, pas un disciple. Aujourd'hui, l'ashir est dépositaire d'une tradition orale, musicale et littéraire séculaire. L'ashir est le chantre de valeurs morales, des valeurs philosophiques et religieuses. C'est un rêveur qui vit des fables, des victoires et des amours. Il arrive qu'il s'engage socialement et politiquement aussi, tantôt pour alimenter le nationalisme, tantôt pour lutter contre le pouvoir. Certains ashir-là sont des vrais professionnels, ils perpétuent leur art à travers leur périple des villages, en animant festivités ou soirées dans les cafés et les maisons de thé. Jérôme Clair, musicologue, ethnomusicologue, prof à la Sorbonne, décrit bien le magnifique accueil des ashir par les villageois de Turquie. Ce sont les avatars très respectés par la société et jouissant d'un véritable prestige. Les Azéris distinguent les ashir en leur accordant différents degrés de maîtrise et de créativité. Un ashir oustad est un émérite qui compose et interprète ses propres vers et mélodies. C'est un maître estimé par tout le monde, comme par exemple l'ashir al-Asghar ou ashir Molla Juma. Certains sont devenus célèbres en tant que Ash-Sha'iri, ils sont plus versés dans la poésie, ou Saz Sha'iri, c'est le poète du Saz, qui fait parler le Saz. Dans le passé, le haqq ashir-lar, cette catégorie, c'est des ashir-lar qui interprètent exclusivement de la poésie mystique. Parmi les grands bardes du passé, évoquons aussi les ashir Qurbani, ashir Abbas, Tufar Kalnou, ashir Talib, ashir Islam Youssef et ashir Shamshir. Trois régions distinguées accordent notoriété et créativité au ashir-lar, dont le Karabakh et Nachivan. La tradition exige des ashir, des performances en solo, accompagnées soi-même par un saz, avec des duels de compétition, où chaque ashir essaye de maintenir le maître et la mélodie. Donc on travaille sur le maître et la mélodie de celui qui précède, prononcé par l'autre. À Kirovabad, Shamkhur, Taouz, il est permis en plus du saz, d'utiliser du balaban. Donc cette flûte en roseau à hanche simple, c'est l'instrument qu'on trouve ici, à l'est de l'Azerbaïdjan.
l'enthousiasme pour la danse a fait que l'ashir soit accompagné aussi par un ensemble d'instruments de percussion. Quelquefois, on trouve aussi l'ashir qui est accompagné. Donc là, bien sûr, on va passer aux instruments. Bien sûr, il faut rappeler que certains instruments ont été déjà décrits chez Al-Farabi au IXe siècle, d'après Fazouli, Nizami, Abdul Qadir al-Maraghi au XIVe siècle, Shirvani, tous ces instruments qui ont changé peut-être de nom, du barbat vers le oud, mais qui conservent toujours la même fonction. On retrouve également des figures des miniatures du XIIIe siècle et du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Ces instruments principalement à cordes ont joué un rôle important dans le développement de l'histoire culturelle de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, on trouve encore une famille instrumentale assez riche, aussi contaminée par l'apport arabe et l'apport turc aussi. Donc on va parler directement des instruments utilisés dans la tradition de Hachir. Donc ce saz-là qu'on voit, donc qui est un instrument principalement des barres d'Hachir, qu'on a vu hier. Généralement, c'est un manche-long qui fait 1m20. C'est parmi les plus longs manches, lui et le tambour. C'est le plus long manche dans cette tradition. La musique jouée par le saz, connectée avec les couches les plus anciennes de la culture azerbaïdjanaise. Et on a vu hier vraiment une démonstration où il y avait cette contamination des deux cultures. Là où on avait l'art populaire dans toutes les performances rythmiques et le jeu assez véloce de la main droite. Et puis il y a ces passages qui rappellent le radif persan, où il y a l'art du mogam. C'est comme si ce hachir qui maîtrise, mais il ne se prend jamais dans la posture d'un joueur de mogam, mais il a toute cette sensibilité et la maîtrise du mogam. Le balaban, appelé aussi le doudouk, est un instrument à bois. Il est très utilisé dans les traditions folkloriques, bien qu'aujourd'hui on l'entend aussi dans les musiques universelles et notamment dans les musiques de films. Le balaban tire son nom probablement du mot bala, qui veut dire petit, et ban, cri de canard, balaban. Parce qu'il est un peu nasal. Même si cette tessiture ordinaire se limite sur un dixième, il a une octave et une tierce, c'est tout. Mais la profondeur de son expression et la chaleur de son timbre fait de lui un instrument principal. Les instruments de percussion, le def, par exemple, ce qu'on voit ici, on peut l'appeler aussi gaval, utilisé dans le nord de l'Azerbaïdjan, est un tambour sur cadre métallique. Ça, on le trouve aussi un peu partout dans le monde, dans l'ère islamique. Il peut porter aussi plusieurs noms, def, bendir, et c'est un instrument avec un cadre en bois ou cadre métallisé et qui utilise une peau de chèvre. Quelquefois, on a des grelots qui font des sonorités surajoutées au son de la peau. On a les nagaras, c'est là. Oui, naqara ou naqarat, ce qu'on appelle les nacres chez les médiévistes. Pour faire un peu de mythologie arabe, les instruments. Oui, naqara, oui. Qui vient du mot naqr, qui veut dire taper. Oui. Tambour cylindrique, donc biface, donc on a toujours une petite caisse et une grande caisse pour faire un contraste entre un doum et tac. On utilise des baguettes. Et on a aussi un autre instrument qu'on va voir là. Donc c'est plutôt le goshanagara, donc c'est les petites. Sinon, on peut trouver dans certains contextes folkloriques le chombak ou quelquefois le saval. Oui, exactement. Oui, exactement. Donc voilà. Donc voilà, le corpus littéraire, là je parle un peu de forme poético-musicale. Les chants des Hachir là. Donc pour parler un peu du corpus littéraire et des formes poético-musicales, le chant des Hachir là ont des métriques précises, c'est comme le bohor, et des wazn. Donc c'est des rimes régulières qui doivent être respectées même en improvisation. Et ça, c'est le défi justement. Hacha Vasni, qui vient du mot vert en arabe. Donc contrairement aux traditions folkloriques, ce patrimoine poétique n'est pas anonyme. Généralement, toutes les poésies ont un nom et on connaît l'auteur. Et les pages d'or de la poésie de langue azérie ont été enrichies par les œuvres de Dirili, Korbani, d'Abbas, Toufargali,
le Sari Ashir, Hussein Shamakirili, Ashir Al-Askar, Molla Juma. Là, c'est plutôt dans le registre mystique. À travers des phrases et des métaphores clés, la rhétorique de cette tradition annonce dès le début le sujet de l'histoire et on sait exactement de quoi on parle. Par exemple, de certaines formes, donc on a le dastan qui est plutôt... On a le dastan, bon, on va parler de ça. On a le ghazal qui est plutôt le chant d'amour et... mais le ghazal aussi, dans les deux versions, c'est-à-dire l'amour humain et l'amour divin aussi. On a les gauchemets et on a les types de danse aussi. Bien sûr, là je termine, on va faire passer juste quelques photos. Donc là, on voit un ashir au saz et accompagné par un balavan. Là, on voit des musiciens ashir en Azerbaïdjan, juste à côté de la tour Maïdé. Et là, c'est le côté iranien. C'est le côté iranien dans un festival, le Bior de la Chikla, en 2009. Là, voilà une autre version. Là, c'est la chef qui rentre dans le studio. On va utiliser même des instruments comme le garmoun, donc, qui est le sorte de l'accordéon azéri, et le balamam. Et puis là, on a tous les types de percussions. Voilà, je termine. Avant ça, l'UNESCO avait classé le hachir dès 2009, donc comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais il faut rappeler que le premier congrès de l'hachir, c'est déjà en 1928. Donc on a eu plusieurs dates. Après, pour conclure, je vais emprunter cette traduction, magnifique traduction de Madame Bagirova Sanambar, donc qui rappelle l'Asgar. Et là, c'est plutôt l'éthique morale de la Chikla, qui dit: pour devenir ashir et voyageur de par le monde, il faut une grande connaissance, il faut bien se comporter, il faut être poli et respectueux, il faut savoir enseigner la vérité, tuer le mal en soi, combattre ses mauvaises pensées, faire le bien et accomplir de bonnes actions afin de se gagner l'estime des gens. Les faut connaître les valeurs des mots, il faut connaître les valeurs des mots, il faut avoir de l'éloquence, il faut savoir exprimer par l'image comme le font les dirigeants. Il faut savoir comprendre au-delà des mots, il faut avoir une attitude parfaite, il faut chercher la vérité, être honnête et suivre le droit chemin, afin qu'Al-Askar montre le chemin de la vérité et que les gens lui comptent ses bonnes actions. Il lui faudra le troisième œil, il devra être fidèle à sa foi. Merci.